Bonjour à tous et bienvenue à ce 22e épisode du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique et aussi posturologue. Aujourd'hui, édition spéciale, on a le grand plaisir de recevoir une des grandes têtes de l'identification de talent au niveau du Québec, chercheur à McGill. Je vous présente Daniel Fortin-Guichard. Daniel, comment vas-tu? Première question. Ça va super bien. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait super plaisir d'être là. Super. On saute tout de suite dans le bain. On se concentre sur ton article qui a été publié quelques mois précédemment Mhm. sur le sens du jeu. Ouais. Dans l'article, c'était beaucoup sur le hockey, mais on va peut-être aller un petit peu à gauche et à droite dans d'autres différents sports. La première question, c'est pour toi, puis je suis sûr que dans les dernières entrevues, c'est une question qui est souvent revenue. C'est quoi le sens du jeu, le hockey sense ou quoi que ce soit? Je te laisse répondre. Ouais, on va y aller en termes le plus simple possible, là, decision making. C'est prise de décision, anticipation, lecture du jeu. Il y a plein de façons de le nommer. Les gens vont parler de hockey IQ, de hockey sense, puis dans d'autres sports, le soccer IQ, peu importe. Grosso modo, c'est l'habileté à apprendre de manière répétée et constante, là, parce que c'est bien beau de le faire une fois, mais ça veut pas dire que cette personne-là a des bonnes habiletés perceptivo-cognitives si c'est le cas, mais de manière répétée et constante, c'est l'habileté à prendre des décisions qui font progresser le jeu en faveur de l'équipe, puis idéalement d'être capable de le faire sous pression. Ça devrait contribuer aussi. Être capable de le faire rapidement. Donc, c'est ça, prendre des décisions qui contribuent au succès de l'équipe à répétition. Il y a une notion de créativité aussi à travers ça qui est une autre bébite qui est difficile à capturer, là, si on veut, là, tu sais, de créer des nouvelles actions qui n'ont jamais été mises de l'avant ou de choisir parmi plusieurs options, en tout cas. Fait que la créativité rentre là-dedans aussi, mais en termes simples, la capacité à prendre des bonnes décisions de manière répétée qui contribue au succès de l'équipe. Exact. Si je comprends bien, dans le fond, le terme là, que tu utilises souvent, même dans la revue de littérature, c'est perceptivo-cognitif. C'est un peu le Ouais. terme scientifique pour dire le IQ du hockey IQ, si je ne me trompe pas. Oui, mais il y a une nuance importante à apporter, c'est que les chercheurs, on s'entend pas sur comment on devrait le nommer ou même qu'est-ce que c'est. Il y a deux grandes écoles de pensée. Généralement, les gens qui viennent de Kin, puis là, c'est une grande généralité, là, c'est pas coupé au couteau de même, là, mais généralement, les gens qui viennent de Kin vont appeler ça plutôt des capacités perceptivo-motrices, perceptual motor skills. Ils vont généralement être davantage ancrés dans une théorie qu'on appelle le ecological dynamics, la théorie dynamique écologique, dans laquelle l'humain et tous les animaux, en fait, interagissent avec leur environnement, puis on n'est pas capable d'étudier, selon eux, ces capacités-là sans considérer l'environnement, puis les affordances ou les opportunités, là, c'est un peu dur à traduire, affordances, que l'environnement crée au fur et à mesure que l'action. Puis en gros, la grosse différence entre les deux écoles de pensée, c'est que ceux qui viennent du Ecological Dynamics sont convaincus qu'on ne peut pas étudier ces capacités-là si on ne les couple pas avec l'action qui vient avec. C'est-à-dire que je pourrais pas étudier le hockey sense avec juste du vidéo, selon eux. Il faut absolument être en train de faire l'action parce que le fait de faire l'action modifie l'information qui est disponible. Fait que eux autres vont dire perceptual motor, puis de mon côté, moi je suis de la psycho, puis on observe que généralement les gens qui viennent de la psycho ont plus une approche cognitive, une approche de traitement de l'information. Donc un input qui est ce que les sens vont chercher dans l'environnement, un traitement de l'information dans le cerveau, puis un output qui est la décision qu'on prend. Fait que moi j'appelle ça capacité perceptivo-cognitive. J'ai des collègues qui appellent ça perceptivo-moteur. Fait que oui, c'est une longue réponse pour dire oui, c'est le terme qu'on utilise, mais c'est pas le seul terme. Parfait. Si on parle maintenant plus spécifiquement de l'étude, ça a Ouais. été quoi un peu la méthodologie? Avec quel type de groupe, quel type de joueur? Ça a été Ouais. quoi un petit peu le développement de la méthodologie de votre étude que vous avez publiée très récemment? Ouais, je vais commencer par te dire comment ça que j'ai décidé de faire cette étude-là, puis après ça, t'expliquer la méthode. L'étude, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que je travaille avec les remparts comme conseiller au scouting staff. Tout ça y a rien, il y a pas de papier signé nulle part, là, mais je fais partie de l'environnement du scouting staff des remparts. Puis depuis 2018, je fais passer un test de capacité perceptivo-cognitive avec les remparts que j'avais décidé de choisir basé sur mes connaissances de la littérature dans le domaine. Puis c'est un test qu'on appelle d'occlusion temporelle. Donc, c'est des séquences vidéo qui gèlent à un moment clé de l'action.
Le joueur qui est devant l'écran doit essayer d'anticiper ce qui va se passer quand ça va dégeler. Puis en plus, pendant ce temps-là, on a un appareil qui nous permet de suivre les mouvements des yeux à l'écran. Fait qu'on sait quel cue attentionnel l'athlète utilise pour prendre ses décisions dans cette tâche-là. Mais à part basé sur la littérature scientifique, les articles étaient assez solides, mais reste que j'avais pas de certitude que c'était le bon outil pour le contexte du hockey. Fait que c'est pour ça que cette idée-là est née de faire cette étude-là qui a buzzé un peu dans les médias le mois passé ou il y a 2 mois. C'est que je voulais voir, est-ce que j'avais raison d'utiliser cet outil-là? Parce qu'il y a des outils qui prétendent mesurer les capacités perceptivo-cognitives, là. Il y en a une puis un autre, là. Tu sais, on ouvre un tiroir puis on en a 10. Puis les équipes professionnelles, ils se font solliciter toujours, toujours, toujours. Puis finalement, ça finit tout le temps dans des tiroirs parce que souvent, il n'y a pas d'appui scientifique en arrière, là. C'est souvent des gens qui ont quelque chose qui a l'air d'une bonne idée. Finalement, ils l'essayent puis ça marche pas. Puis bon. Fait que moi, ben, j'ai décidé de prendre 5 outils, incluant l'occlusion temporelle que je faisais déjà. Puis j'ai décidé de les comparer avec l'aide de joueurs midget 3A. Donc les remparts m'ont aidé à approcher des entraîneurs de la région de Québec, des clubs midget 3A. Puis j'ai une quarantaine de joueurs qui ont accepté de participer, à qui j'ai fait passer ces 5 tests-là. Puis, j'ai demandé à leurs coachs respectifs d'évaluer leur hockey sense, donc une impression subjective du hockey sense de leurs joueurs en les rankant, en fait, en plaçant en rang leurs joueurs dans leur équipe du meilleur hockey sense au pire hockey sense. Évidemment, on n'a pas dit aux joueurs que c'était quoi les rankings, là. Les joueurs n'ont probablement pas été intéressés de savoir qu'est-ce que leur coach pensait Ils ont certainement d'autres habiletés s'ils sont dans l'équipe dans le Ninja 3, mais enfin. Puis après ça, ben, j'ai fait des liens entre les résultats aux 5 tâches, c'est-à-dire une batterie de tests neuropsychologiques complètement décontextualisés du hockey. C'est des tests qu'on ferait passer, par exemple, pour mesurer quelque chose comme le QI général d'un humain ou détecter le TDAH, par exemple, ou bon, c'est une batterie de tests neuropsy. La deuxième, tu en as peut-être entendu parler, ça s'appelle le NeuroTracker. C'est un outil qui a été développé à Montréal il y a un peu plus qu'une dizaine d'années maintenant. Des sphères holographiques jaunes qui se promènent dans un environnement 3D. Puis, il faut être capable de suivre 4 cibles parmi 8 distracteurs, grosso modo. L'occlusion temporelle que j'expliquais tantôt. La réalité virtuelle, donc le Sensorina, qui m'avait été prêté par mon collègue Jean Lemoine, qui, si je ne me trompe pas, était ton superviseur de maîtrise. Puis en gros, dans le Sensorina, c'est que les joueurs, il y a un sensor, là, un détecteur qui est sur le bâton des joueurs. Puis les joueurs jouent au hockey en réalité virtuelle. Ils reçoivent des passes, ils doivent faire des passes. Ils peuvent pas trop se déplacer, un petit peu, mais pas trop, là. C'est pas une glace de réalité virtuelle, là. C'est des drills de passes principalement. Puis finalement, la cinquième tâche, ben là, c'était vraiment ce qu'on appelle des small-sided games, là, des parties à effectifs réduits qui est en espace réduit, observé par des scouts professionnels, donc 2 scouts de la NHL qui étaient venus voir ça. Puis j'avais filmé les games, puis les parties, puis j'avais extrait des données, des statistiques avancées de ça. Fait que bref, ça m'a donné au total 72 prédicteurs qui sont tous censés mesurer le hockey sense d'une façon ou d'une autre. Puis j'ai relié ces 72 prédicteurs-là au jugement des entraîneurs de hockey sense, de ces 40 joueurs-là. Puis j'ai essayé on va dire, décortiquer lesquels avaient le meilleur pouvoir prédictif pour essayer de trouver un outil le plus représentatif possible. Un outil hors glace ou en tout cas un outil qui n'est pas juste le jugement des entraîneurs, le plus représentatif possible de ce qui peut se passer au niveau du hockey sense sur glace. Super, c'est ça. Quand on veut sélectionner un joueur, c'est important, oui, d'avoir le scouting report, de revoir les joueurs, mais je pense que si on a d'autres outils qui complémentent ça, ben, je pense que ça améliore notre prise de décision, ça réduit le risque d'erreur potentiel. Roulement de tambour, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu, ça a été quoi les meilleurs prédicteurs du hockey sense que tu as trouvé à l'aide de ta recherche? Oui, certainement. En fait, l'hypothèse de base, c'était qu'on s'attendait à ce que plus les tâches étaient représentatives, donc de small-sided games, on va dire de manière décrescendo jusqu'à la batterie de test, on s'attendait que plus c'était représentatif, plus ça allait être lié au hockey sense sur glace. Puis on a presque trouvé ça. C'est-à-dire que le meilleur prédicteur parmi les 72 était une des mesures issues des small-sided games, c'est-à-dire le nombre de passes reçues. Le deuxième, c'était issu de la. C'était-tu issu de la réalité virtuelle? Oui, je pense Oui, que oui. oui, exactement. Réalité C'était virtuelle. le player tracking, donc la capacité à garder le plus de joueurs adverses dans le champ de vision en même temps.
Puis là où l'hypothèse a flanché, entre guillemets, c'est au niveau du troisième meilleur prédicteur, c'est-à-dire qu'il n'était pas issu de l'occlusion temporelle, il était issu de la batterie de tests neuropsy. C'était un test qu'on appelle le odd one out, là, le stimulus, il n'y a pas vraiment de traduction, là, mais le stimulus bizarre parmi les autres. Donc, c'est une tâche dans laquelle le joueur faisait face à 9 stimuli qui étaient pas liés au hockey pantoute, là. C'était des formes, des triangles, des cercles, etc. Puis l'athlète devait identifier le plus vite possible lequel des 9 était bizarre. Donc, lequel des 9 ne correspondait pas aux 8 autres. Au début, c'est super facile, là. C'est par exemple, il y en a un qui est bleu, puis les 8 autres sont rouges. Bon, ben, évidemment, c'est que là, c'est comme indépendamment de leur forme ou de leur nom ou autre. Je veux dire, c'est clairement ça qui le distingue. Mais plus t'es bon, ben là, plus les différences entre les stimuli deviennent vraiment subtiles, là. Fait que là, c'est des combinaisons de formes, de nombres, de couleurs, de bon. Puis des fois, ben là, t'as deux paquets de trois. Fait que là, il en reste trois. Fait que là, faut que tu trouves lequel qui est bizarre parmi les deux autres. Fait que là, bref, ça devient super compliqué. Fait que ça, ce prédicteur-là, chose intéressante, ce prédicteur-là avait une relation quadratique, c'est-à-dire que on cherchait pas ceux qui avaient nécessairement le meilleur score à ça, on cherchait ceux qui avaient un score qu'on appelle good enough, là. Donc, aussitôt que tu franchissais la moyenne, ben là, tout d'un coup, on observe un meilleur score de Hockey Sense en montant. Mais c'était plus comme une forme de cut-off à atteindre, là, si on veut. Puis sinon, ben, le nombre de fixations en occlusion temporelle aussi était un prédicteur significatif. Puis sinon, le neurotracker, lui, il n'y avait aucun prédicteur significatif issu de ça. Peut-être que le résultat le plus intéressant, c'est d'avoir montré que ces prédicteurs-là sont utiles pour aider les dépisteurs, mais ne les remplaceront probablement jamais. Parce que, puis je ne l'ai pas dit d'emblée, là, mais en vérité, le meilleur prédicteur qu'on a trouvé, puis ça, c'est pas super surprenant, c'était le jugement des dépisteurs de la LHJMQ. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir le ranking des entraîneurs respectifs des joueurs, j'avais aussi demandé aux dépisteurs des remparts, hey, peux-tu me donner ton score de Hockey Sense? Tu l'as vu jouer toute l'année, là, toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, tu es allé le voir jouer. Peux-tu me donner ton score de Hockey Sense de ces joueurs-là? Puis c'était ce score-là, subjectif, était le meilleur prédicteur du score subjectif des entraîneurs. Euh, Puis là, ben, évidemment, c'est que si la portion de variance expliquée est la même, c'est-à-dire que, mettons, le score des dépisteurs couvrait 50% de la variance du rang des entraîneurs. Si mes tests hors glace capturent 50% eux autres aussi, mais que c'est le même 50%, ben on n'a rien gagné. Tant qu'à ça, je vais juste dire aux dépisteurs, allez, continuez à faire ce que vous voulez, à faire votre job, allez dans les arénas, puis c'est au-delà de ce que les dépisteurs sont capables de faire. Est-ce qu'on est capable d'améliorer la prédiction? Puis la réponse, c'était oui. On était capable d'améliorer. On va chercher quasiment 25% de variance supplémentaire avec, on va dire, l'amalgame des autres tests. Fait que ouais, c'est ça. Moi, ma recommandation basée sur l'article, c'est je remplacerai jamais un scout pour étudier le hockey sense d'un joueur, mais je pourrais me permettre de l'aider pour améliorer sa prédiction, si on veut. C'est ça. De façon plus pratique, si on pense à l'entraîneur Pee-Wee 3, Bantam Mhm. 3, en résumé, si je comprends bien tes propos, c'est que c'est sûr que de voir les joueurs fréquemment va être Ouais, toujours le meilleur élément pour voir le ouais, hockey sense dans l'avènement du hockey. Par contre, si j'avais des pratiques à faire, si je comprends bien tes propos, si je faisais une pratique, que je sélectionne des joueurs, je fais peut-être des jeux en espace restreint, puis je les observe dans cet environnement-là, ça me permettrait aussi de plus, sans nécessairement avoir du matériel technologique, des neurotrackers, qu'on sait que bon, c'est un peu Mhm. moins efficace, mais peut-être c'est l'occlusion temporelle, qui demande quand même des coûts d'ordinateur, de Ouais. logiciel, de capture d'écran. Et aussi, dans le fond, aussi, le dernier que j'avais oublié, c'était le VR, réalité oui, virtuelle. réalité virtuelle, le Sense Arena pour le hockey. Merci de Ouais, m'aider. Ben, ça coûte quand même des sous. ouais, Il faut organiser ça pour une recherche, c'est bon, mais là, c'est pour, je pense, plus pour l'entraîneur de quartier, de la ville. Donc, c'est un peu plus. Fait que faut les voir jouer fréquemment pour prendre du bon data, de la bonne information, puis aussi ouais, peut-être des pratiques en situation restreinte. C'est les deux meilleurs prédicteurs, en ouais. résumé. Ouais, t'as bien capturé l'essence de l'étude. Je dirais tout à fait ça. Une autre utilité qu'on pourrait voir, c'est pour des joueurs qui habitent loin, par exemple. Tu sais, bon, au niveau Pee 3, Bantam 3, c'est moins vrai parce que c'est régional, là, généralement, là, mais quoi qu'il y a il y a des régions au Québec qui sont plutôt grandes. Exact. Mais tu sais, déjà au niveau junior majeur, des joueurs de la BTB ou très loin dans les maritimes ou dans le nord ou autre, disons que tu n'as pas l'occasion de les voir jouer souvent.
peut-être que de leur envoyer une batterie de test ou une portion de batterie de test ou de, lui demander de leur demander de se filmer dans une partie à effectif réduit, ça remplacera pas ce que le scout pourrait voir, mais peut-être que ça pourrait donner un indicateur intéressant qu'on n'aurait pas eu puisque de toute façon, on n'aurait pas pu aller le voir. Fait que cette étude-là pourrait servir pour ces joueurs-là qui sont peut-être blessés, qui sont peut-être loin. Ça pourrait aussi servir, on va dire, de style contre-vérification. C'est-à-dire que, mettons que le scout a une bonne idée de Hey, moi, je pense que lui, il a un bon hockey sense. On va y faire passer la batterie de test à Dan. Il score-tu pas pire? OK, ça fit. Let's go. Tu sais. Parfait. Puis quand même, la marge d'erreur pourrait représenter combien, Daniel, avec ton expertise? Une marge d'erreur que oui, peut-être que bon, ce joueur-là, peut-être on l'a mal évalué, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur, selon toi? Oui, oui, il y a toujours une marge d'erreur, bien entendu. Ce que l'étude montre, c'est que les dépisteurs, pour mesurer le hockey sense, ont raison à peu près pour un joueur sur deux. Ce qui est bon, mais dans un modèle statistique, c'est qu'après ça, tu sais pas c'est lequel des deux. Exact. Fait que ce que l'étude vient faire, c'est de rendre ça à 3 sur 4, mais encore là, tu sais pas c'est lequel des 3 sur 4 tu as raison. Euh, Fait que oui, il y a nécessairement une marge d'erreur. De manière générale, lorsqu'on parle d'une évaluation globale d'un athlète, là, on parle pas juste du hockey sense, mais d'une évaluation globale. Il y a une étude en Allemagne qui a été menée en 2017, Schorer et ses collaborateurs, qui ont montré que un dépisteur a raison sur le futur d'un athlète à peu près 80% du temps. C'est quand même bon, là, tu sais, les dépisteurs savent ce qu'ils font, là, tu sais, c'est une des raisons principales pourquoi je les remplacerais pas par des tests objectifs, là. Je les aiderais, mais je les remplacerais pas. Un fait intéressant quand même en lien avec cette étude-là, c'est que l'étude a montré que des gens qui n'ont aucune connaissance, c'était une étude qui avait été menée en handball. L'étude avait montré que les gens qui connaissaient rien au handball avaient raison, eux autres aussi, genre 72% du temps. Fait qu'ils n'étaient pas tant que ça moins bons que des dépisteurs de très haut niveau dans un sport donné. Mais reste que oui, il y a toujours un manque à gagner. Puis je veux dire, il y a plein d'exemples tu sais, Nail Yakupov et Oui. compagnie. Là. Il y a plein, plein d'exemples. Mais c'est parce que ces exemples-là d'échecs nous font oublier le nombre de fois où ils ont eu raison. Là. Tu sais, en général, les dépisteurs ont pas mal plus raison qu'ils ont tort dans ce qu'ils font. Super, j'aimerais ça prendre, si tu acceptes l'invitation, prendre un peu de ton temps. Je sais que tu es chercheur à Oui, l'Université McGill, tu es spécialisé en identification de talent. Pour toi, ça veut dire, si on sort un peu de l'étude, là, si je me le oui, permets, ça veut dire ben oui. quoi du talent? On dit, Ouais, hey, il est talentueux, il est bon, c'est inné. Il y en a qui disent, c'est comme, il est ouais, né avec un bâton dans les mains, puis c'est ouais, facile pour lui. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Puis je donnerais peut-être mon expertise avec mon vécu de préparateur physique, mais pour toi, chercheur, ouais. comment tu vois ça? Écoute, je trouve ça vraiment rafraîchissant que tu poses cette question-là. C'est une question qui m'est pas assez souvent posée. C'est le grand débat présentement dans mon domaine. Tu sais, des chercheurs qui travaillent sur l'identification de talent ou le développement de talent dans le monde, il y en a une soixantaine. Au Québec, tu sais, on est peut-être trois, là, grosso modo, là, Maxime Trampe à Bishop, Jean Lemoine à Trois-Rivières, puis moi, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, puis je m'excuse d'avance, là, Thomas Roméas à l'INS, avec qui j'ai des bonnes collaborations. Euh, mais un des plus grands débats qui a été lancé par mon ancien superviseur de postdoc, Joe Baker, c'est quoi le talent? Ben, lancé. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on va dire il a formalisé le débat là, dans son livre La tyrannie du talent, qui est d'ailleurs un des textbooks de mon cours sur l'identification de talent que je donne à McGill. Euh, il y a deux grandes définitions. Alors, en fait, en vérité, je pense que j'ai arrêté de compter à 19 le nombre de définitions qui existent du talent. Là, si on prend toutes les disciplines mises ensemble, là, la musique, name it. Mais on va dire qu'il y a deux grandes familles de définitions. Il y en a qui vont dire que c'est les gens qui possèdent déjà les habiletés maintenant, sont talentueux, ou c'est les gens qui ont la possibilité de développer ces habiletés-là. Donc, il y aurait une différence entre le talent et l'expertise. C'est-à-dire que dans la deuxième gang de définition, quelqu'un aurait un set de caractéristiques qu'il définirait comme talentueux, mais c'est son entraînement puis son environnement qui vont déterminer si cette personne-là actualise, entre guillemets, son talent pour que ça devienne quelque chose d'utile dans le domaine en question. Puis à l'inverse, ben, l'autre gang de définition vont dire ben, il est talentueux juste une fois qu'il a atteint le talent, entre guillemets, indépendamment de ce qui était là avant. Il a travaillé assez fort, si on veut, pour développer ces habiletés-là. Fait que
Si je me mouille, si je... Moi, je pense que c'est plus une question. Quand je dis que quelqu'un est talentueux, je vais dire que c'est quelqu'un qui a les habiletés maintenant. Euh, et non, et non quelqu'un qui pourrait. Je vais plus parler de potentiel à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que moi, ma définition à moi, c'est plus quelqu'un qui a ce qu'il faut, a le set d'habiletés nécessaires pour performer dans un domaine de performance, donc que ce soit les arts dramatiques, la musique, le business. Donc, puis ces caractéristiques-là sont nécessairement multidimensionnelles, surtout en sport, là. Donc, on a une composante physique, technique, tactique, psychologique. Écoute, génétique, on peut aller loin, là. Fait que, c'est ça. L'ensemble des caractéristiques multidimensionnelles qu'un individu possède pour bien performer dans un domaine donné. Il y a une commonalité à pas mal toutes les définitions du talent auxquelles j'ai été confronté, c'est le talent est rare. Fait que ça, au moins, on a tendance à s'entendre là-dessus. C'est qu'on sait que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui a. Est-ce qu'on a travaillé pour ou est-ce qu'on l'avait? C'est pas tout le monde qui s'entend, mais on sait au moins une affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui est talentueux dans tous les domaines, ou c'est pas tout le monde qui peut être talentueux dans tous les domaines. Fait que c'est une longue réponse, mais Non. j'espère que ça répond à ton idée. Oui, c'est ça. Et si je peux rajouter sur ce que tu as dit très bien, je pense que c'est très complexe. On ne sera peut-être pas tout le monde d'accord sur toute la façon de penser le talent. Ben, si je peux rajouter à ton propos, moi je crois que ben, tu sais, si on pense à l'habileté finale de lancer une rondelle qui est efficace, moi je pense qu'il faut revenir d'un stade primitif. Donc, est-ce qu'il est capable de botter, lancer? Donc, c'est tout complémentaire. Puis moi, je vois de plus en plus, parce que je fais de la posturologie aussi pour aider les athlètes, des habiletés motrices de base telles ramper. Et dans le fond, c'est sûr que si jamais le jeune athlète ou l'enfant s'est mieux développé, donc il y a un rôle primitif super important du parent dans les premières années de vie, de donner tous les éléments sensoriels de ramper, de marcher quatre pattes, et après ça, c'est comme un arbre qui a bien poussé. Les habiletés motrices de base, de botter, d'observer, de réfléchir vont être plus accessibles. Puis après ça, ben, va découler un meilleur amour, je crois, pour le sport, une capacité supplémentaire à avoir un bâton, manier, faire des feintes. Fait que je pense que c'est toute une dégradation, mais souvent on regarde trop souvent les sports organisés, puis là, Ouais, ouais, ouais. c'est là qu'il faut travailler le maniement de bâton. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, c'est moins. Puis les parents, si vous écoutez ça, c'est super important de donner beaucoup d'expériences d'apprentissage à vos enfants, différentes expériences pour que ça grossisse davantage. Je ne sais pas si vous voulez rajouter brièvement là-dessus. Oui, ben, brièvement, il y a un des modèles de développement du talent les plus connus, Ouais. celui de Jean Côté, qui parle de diversification en bas âge, là, justement d'essayer plein d'affaires. Puis on parle de jeunes qui sont un petit peu plus vieux que ceux que tu évoques là, en lien avec le marché à quatre pattes et autres. Mais même rendu à 6 à 13 ans, si on veut, il y a un des modèles les plus influents qui dit diversifie. Je nuance quand même. La diversification, c'est une bonne façon de se rendre au plus haut niveau, mais il faut pas perdre de vue que la spécialisation, puis là, je parle pas des jeunes très, 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 très jeunes, là, je parle justement, euh, prenons 8 ans en montant là, ou quelque chose. Ce serait très hâtif de garrocher aux poubelles la spécialisation, c'est-à-dire que un gars comme McDavid ou Crosby se sont spécialisés. Puis ils se sont pas écœurés de leur sport. Ils ont l'air d'avoir une relation assez harmonieuse avec leur sport. Je les connais pas personnellement, mais de ce qu'on constate de ces athlètes-là, ça a l'air d'être des gens qui ont une relation assez harmonieuse avec leur sport. Le plus grand risque de la spécialisation active, c'est que les carrières sont plus courtes. Il y a plus de risques de blessures aussi parce qu'on a développé un peu moins d'habileté, là, moins de types de mouvements, de muscles, etc. Puis il y a d'autres risques liés à la spécialisation active, mais je serais pas si pressé de garrocher la spécialisation active aux poubelles. Euh, Si on prend le modèle du sport-études qui tend à spécialiser assez tôt quand même, là, vers 12 13 ans, tu fais 5 fois ton sport par semaine. Probablement que c'est trop. Probablement que 5 fois par semaine, ton sport, c'est trop. 4 ou 5 fois. Puis j'aurais pas tendance à diversifier, mais j'aurais pas tendance à diversifier genre juste 2 fois ton sport puis 3 autres sports. Moi, Ouais. mettons, je ferais un genre de 80-20 où j'inclurais un judo pour des joueurs de soccer. J'inclurais, je sais pas, là, je sais que Ajax fait ça aux Pays-Bas, justement, du judo au soccer, mais j'inclurais un sport transversal à toutes les semaines, une séance que tu fais pas ton sport. Good.
mais je serais pas si pressé que ça de garrocher la spécialisation active aux poubelles parce que si tu veux jouer au hockey, faut que tu joues au hockey. Pas juste au hockey, mais faut que tu joues au hockey. Non, t'as super raison que oui, c'est ça. Puis, tu sais, si on pense au soccer avec Messi, ben Messi jouait dans la rue, jouait sur les terrains, sur des petits terrains. Fait que ça peut être aussi même un peu de diversification à l'intérieur du sport. Je pense que ça peut être Certainement. bien. Sur les Puis façons de jouer, donc du jeu versus de la oui. compétition. Euh, c'est ça, pour développer d'autres types d'habiletés, là, absolument. Oui, parce que c'est ça, pour devenir excellent, il va falloir que tu aies des heures et des heures de pratique pour devenir excellent dans ton sport. C'est pas vrai de dire juste je vais faire juste mon deux fois par semaine, on va devenir excellent. Ça serait un peu utopique, on pourrait dire. Ben, Mais là, c'est ça. je sais pas Oui, si vas-y. tu voudrais rajouter quelque chose sur les sports-études, mais je pense que ça, on a fait pas mal le tour. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, mais c'est surtout aussi question de logistique d'horaire, là, Ah oui, comment c'est sûr. ça, c'est quand même difficile. J'aimerais t'entendre peut-être deux questions avant de terminer, avant de conclure, si t'acceptes, Daniel. Parle-moi un peu des camps RBC. Ça a été fondé là, peut-être pratiquement une dizaine d'années par l'Institut national du sport ici au Québec, de un peu recruter tardivement des athlètes qui ont peut-être atteint un plafond au niveau de leur développement. On a des exemples comme Kelsey Mitchell en cycliste sur piste. On a aussi Pierce Lepage au niveau, ben, un athlète très émérite au niveau du décathlon. On a aussi Marion Thénault de Québec, justement, au niveau du saut à ski. Parlons un peu, c'est quand même un bon modèle. On a eu quand même des bons résultats là-dessus. C'est quoi un peu ton approche face à ça? Moi, je suis un très, très gros fan de transfert de talent. En fait, j'irais même jusqu'à dire, puis écoute, il y en a qui me garocheront des roches, je pense que la meilleure façon d'identifier le talent, c'est d'aller fouiller dans les autres sports. Euh, Puis j'ai les données pour le baquer, là. C'est-à-dire que si on reprend encore le hockey, parce qu'on est au Québec comme exemple, les chances de trouver un joueur de la Ligue nationale parmi des joueurs midget 3A au Québec, c'est à peu près, je ne veux pas dire exactement le chiffre, mais je pense que c'est 0,5% des joueurs qui jouent midget 3A qui se rendent dans la Ligue nationale ou quelque chose de même. C'est un joueur sur 200 à peu près. Par contre, si on prend un adulte qui est déjà bon dans un autre sport connexe, prenons le bandy au pays scandinave, qui est du hockey à 11, ben, ça ressemble à du hockey, mais c'était 11 contre 11 sur une patinoire monstrueuse avec des gros buts. Bon, la crosse, d'autres sports pas trop loin. D'après moi, le gars de 23-24 ans, ou la fille, 23-24 ans qui excelle au bandy, a plus de chances de jouer dans la Ligue nationale dans 2 ans que si elle était recrutée, si cette personne-là était recrutée puis encadrée pour développer que le jeune midget 3. Donc, les odds de trouver un joueur de bon niveau sont plus élevés horizontalement que verticalement si on prend la structure de base. Évidemment qu'il y a plus de joueurs qui vont sortir de ta structure de base parce qu'il y a plus de joueurs qui jouent à ton sport. Il va y avoir moins de monde intéressé à transférer on va dire, horizontalement. Puis ça fait en sorte que selon moi, les camps RBC sont une excellente façon d'aller trouver des athlètes talentueux. Euh, En Australie, ils le font tout le temps. Les athlètes de skeleton aux Olympiques australiens ont jamais touché à une luge de leur vie 18 mois avant. Parce que c'est des sprinteurs, c'est des sauveteurs, donc des gens qui font du sport puis le comité olympique australien les ramasse, ils leur font courir, ils leur mettent une luge dans les mains, puis 18 mois plus tard, ils sont aux Olympiques. Alors que s'il avait pris un jeune de Skelton, il n'aurait jamais été aux Olympiques 18 mois plus tard. Fait que moi, je pense que ces camps-là sont une opportunité extraordinaire justement pour récupérer ces athlètes-là qui peuvent aller performer dans d'autres sports. Le transfert de sport, le transfert de talent est l'une des avenues les plus prometteuses et qui est pas assez exploitée. Je sais que la NBA organise des camps, particulièrement en dehors de l'Amérique du Nord, pour attirer des joueurs des athlètes qui sont pas nécessairement des athlètes de basket, pour leur montrer à jouer au basket. Fait que la NBA, au niveau de la science du sport, est toujours un petit peu en avance. Eux autres, puis le hockey suédois, là, sont toujours, toujours, toujours en avance. Mettons, tu sais, tout ce qui est effet d'âge relatif, maturation, etc., des billets qu'on connaît depuis très, très longtemps dans le monde du sport. Hockey Sweden ont mis des mesures pour pallier à ces choses-là il y a 10 ans, tu sais, puis nous, c'est pas fait encore. Ou à peu près pas. Puis NBA est toujours très en avance. La MLB est souvent en avance aussi pour tout ce qui est capacité perceptivo-cognitive, parce que c'est une tâche fermée, là, la tâche de frapper. Mais ce qui arrive au niveau de la MLB, c'est qu'elle est très peu intéressée à publier. Puis tout se fait à l'intérieur des équipes avec des échantillons de 6 joueurs. Fait que la
La vérité, c'est que la MLB est caractérisée par énormément de technologie, mais très peu de savoir scientifique valide. Puis là, encore une fois, je m'expose à me faire garrocher des roches. La NBA est un modèle à suivre extraordinaire pour ça. Fait que bref, très longue réponse pour dire qu'en RBC, oui, transfert de talent, à mon avis, c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner pour trouver des athlètes de haut niveau. Ouais, un gros merci, très intéressant. Pour conclure en 1 minute, je veux que tu nous parles un peu d'un documentaire que tu as participé sur IC Explora et aussi de nous un peu tes contacts si on veut te communiquer avec toi pour quoi que ce soit. Vas-y. Oui, certainement. Donc, l'hiver passé, ben là, l'épisode est paru la semaine passée, mais le tournage a eu lieu il y a plusieurs mois. J'ai été approché par Radio-Canada là, pour faire un documentaire sur X Explora dans le cadre de l'émission Qu'est-ce qui se passe quand? Donc, l'animateur dans cette émission-là cherche à pousser les limites, à voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on pousse les limites du corps humain. Qu'est-ce que ça fait quand on pousse les limites du corps humain? Puis il s'intéressait à la question du développement du talent puis de l'identification de talent. Donc, j'ai participé au dernier épisode de la saison 2. Fait que vous pouvez aller voir ça si c'est maintenant disponible sur Explora. C'est peut-être derrière un paywall, je suis pas sûr. Puis, sinon, ben, la meilleure façon de me contacter, c'est mon adresse courriel McGill, là, daniel.fortin-guichard @mcgill.ca. Sinon, sur LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar. Ouais, fait que ça fait pas mal le tour pour moi. Un gros merci, Daniel, pour toutes ces bonnes informations. Je suis sûr que ça a plu à de nombreux entraîneurs. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci, Daniel. Bye bye.